Premier webinaire de cette année 2018, revue technique des marchés avec Laurent Albi et BNP Paribas. Bonjour Falco, bonjour à tous. Donc, bonne année à toi, bonne année à vous. Et comme je disais tout à l'heure, meilleurs vœux et surtout bonne santé et beaucoup de trades gagnants, comme disait l'un des participants. On peut juste reprendre ça à vous aussi. Donc, on est content de vous retrouver aujourd'hui ici et je vais donner tout de suite l'écran à Laurent parce que vous avez vu le CAC 40 aujourd'hui ou pas? Il a bougé, non, ou pas? Ah oui, ça a été une belle journée Falco. Hein? Plus combien? Belle journée de rachat. Ouais. Alors attends, je vais partager mon écran, on va regarder ça Ah, ensemble dans une seconde. Voilà. Normalement, vous ça, c'est le devriez plan voir, d'aujourd'hui. voilà, vous devriez voir le sommaire d'aujourd'hui. Bienvenue à tous donc pour ce premier webinaire 2018 BNP Paribas AFAT. Falco et moi-même, Laurent Albi, pour vous expliquer, ou en tout cas tenter de vous expliquer pendant une heure l'évolution des marchés. Alors, on va avoir cette semaine un webinaire un petit peu plus global macro que d'habitude. C'est l'occasion, ce premier webinaire, de revoir ensemble ce que font non seulement le CAC 40 et le S&P, les indices actions, mais également l'euro-dollar, le pétrole et l'or. Et puis après, on va retourner sur les actions avec ST Microelectronics dans le secteur technologique. Dans le secteur de la consommation, on va regarder ensemble Ubisoft et Trigano. Et dans le secteur industriel biotech, Eurofins Scientifique. Alors, c'est une biotech qui, malgré tout, est classée dans le répertoire donc des secteurs stock 600 dans la classe des valeurs industrielles, même si c'est effectivement une biotech. Voilà, donc je vous rappelle que pendant ce webinaire, vous aurez le loisir de nous poser toutes vos questions. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou si vous souhaitez avoir des précisions particulières ou supplémentaires sur des explications que je donne. Ce n'est absolument pas un cours magistral. Au contraire, c'est un endroit où on doit échanger ensemble. Donc, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour nous faire part de vos questions ou de vos remarques. Voilà Falco, donc cela étant dit, on peut commencer tout de suite avec le CAC 40. On commence avec un chart hebdomadaire sur le CAC, avec, vous le voyez, un marché qui est toujours dans une tendance haussière. Alors, j'ai appelé cette tendance une tendance haussière molle parce que vous le voyez, après avoir dépassé la résistance à 5431 points, on l'a immédiatement réintégré et puis on a stationné pendant à peu près 6-7 semaines dans la partie supérieure du range. Alors le fait que les opérateurs aient été capables de maintenir les prix dans le tiers supérieur du range, c'est une bonne chose. On aurait aimé voir tout de suite repartir la tendance dès qu'on est retourné sur ce niveau à 5268. Ça n'a pas été le cas. Vous voyez qu'on est allé chercher ce niveau et puis derrière, il n'y a plus rien eu comme mouvement, à la différence des indices américains qui, eux, ont continué leur très belle progression. Donc, en Europe, on a fait du surplace. Et on a finalement attendu cette moyenne mobile en 34 semaines qui vient jouer un rôle de support dynamique et qui va peut-être, avec donc le contact des prix sur cette moyenne, donc relancer la dynamique haussière. C'est en tout cas ce que l'on souhaite, que cet immobilisme qui a été prévalent pendant la seconde moitié du mois de novembre et de décembre se termine et qu'on reparte dans un mouvement donc directionnel. Donc la tendance, elle est, vous le voyez, toujours orientée à la hausse, avec une petite phase de ralentissement qui pourrait s'être terminée. Le niveau qui va devoir être franchi à court terme, c'est 5431. Si les opérateurs arrivent d'ici demain ou en début de semaine prochaine à dépasser ce niveau de 5431, alors on ira sans doute revisiter le niveau à 5541. C'est le sommet du mois d'octobre.
Le niveau d'invalidation de la tendance haussière de moyen terme, il est à 5000 points. C'est, vous le voyez ici, sur ce creux de la fin du mois d'août. Tant que nous sommes au-dessus de 5000 points, nous restons positifs sur un horizon de temps moyen terme. Court terme, alors on retrouve donc cette phase d'immobilisme dont je vous ai parlé il y a quelques instants. On est allé chercher cette zone de prix un petit peu au-dessus à 5250. Regardez, c'est exactement la borne haute de ce gap haussier qui a eu lieu le 21 septembre. On est allé chercher ce niveau de support pour rebondir. C'était avant-hier. Hier, on a eu donc une reprise du courant acheteur. Aujourd'hui, ouverture en gap haussier. Ce gap est un gap commun. Nous sommes allés tester directement la zone de résistance que nous avions identifiée à 5431 points. On a fait aujourd'hui en clôture, je crois, 5431, ou en tout cas un demi-point ou un point en dessous. Donc ce niveau était bien le bon. Et on a eu un petit moment de vente en fin de séance avec, vous le voyez, l'apparition de cette mèche haute. Alors, à court terme, on est toujours dans un mouvement qui est neutre, puisqu'on ne fait pas de nouveau plus bas, on ne fait pas non plus de nouveau plus haut. Il va falloir franchir ce niveau pour qu'on ait une nouvelle dynamique qui se mette en place. Pour autant, si on franchit 5431, ça ne sera pas le début, ça ne sera pas une tendance haussière, ce sera juste le début d'un mouvement haussier qui pourra peut-être se transformer en reprise de tendance haussière si les prix font à nouveau des creux et des sommets ascendants et que nous avons donc les acheteurs qui reprennent le contrôle des échanges. Si on met deux indicateurs techniques avec lesquels je travaille souvent, l'ADX, on voit qu'il est totalement neutre puisqu'on a un DI- qui est toujours au-dessus du DI+, mais qui vont peut-être bientôt croiser. Ça montre qu'on a un retour de l'optimisme qui sera confirmé avec le croisement des deux DI. Et puis sinon, on a un ADX qui reste toujours totalement léthargique. Ça veut dire qu'on n'a pas encore de mouvement directionnel qui soit fort. Quand on regarde le RSI, il est lui aussi neutre. On est allé chercher un niveau à 35, c'est très bas. Il faudrait déjà arriver à dépasser 60 pour avoir un RSI qui commence à nous donner des signaux de retour du courant acheteur. Et puis, si on arrivait à retourner en zone de surachat, ça serait bien évidemment une confirmation donc d'une reprise potentielle, d'une tendance haussière qui s'est interrompue à partir donc du mois de novembre avec, vous voyez ici, ce très gros mouvement impulsif de court terme qui a fait passer les cours de 5520 à 5240. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. Moyen terme haussier, mais avec une perte significative de momentum. Court terme, toujours neutre. On est allé chercher le support. On attend maintenant le franchissement de la résistance pour aller chercher le prochain target à 5541. Si on fait une clôture au-dessus de ce niveau à 5431, alors effectivement, on aura de très fortes chances d'aller rejoindre l'objectif suivant. Voilà ce qu'on pouvait dire, Falco, sur le CAC 40. Très bien. On va, s'il n'y a pas de questions. Non, il n'y en a pas de questions. Alors, on passe. Tout le monde est timide aujourd'hui, au début de l'année, en fait. Je ne sais pas, en fait. On va passer au S&P, alors, en attendant que les langues se délient. Peut-être c'est le temps. Hein. Alors, le S&P, bon, vous voyez, hein, ça c'est la tendance de moyen terme. Très très nette différence avec les indices européens. Non seulement on est dans une tendance qui est haussière depuis 2016, mais dans cette tendance haussière, vous voyez que depuis la fin du mois d'août, nous n'avons eu aucune correction significative sur le S&P. Alors, il va forcément y avoir un moment où les intérêts vendeurs vont revenir sur le marché, ne serait-ce que pour prendre leurs bénéfices. Tout repli de moyen terme sera une occasion de rentrer sur le S&P avec comme horizon de temps l'échéance du premier semestre, c'est-à-dire mai-juin 2018.
Pour le moment, on est toujours dans une tendance qui est très forte. Vous voyez les prix qui sont très au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes. Comme je disais à l'instant, aucune correction, ce qui fait que le niveau d'invalidation de cette tendance de moyen terme, il est à 2418, c'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de ce niveau, je resterai positif à moyen terme et toute baisse sera comprise comme un repli, un pullback, une phase corrective à l'intérieur donc d'une tendance primaire qui a donc démarré il y a maintenant 2 ans. Alors, ce repli pourrait tout à fait avoir lieu et ramener les cours entre 2625 et 2550 dans cette zone. Comme je disais à l'instant, si ça avait lieu, alors ce serait une occasion de rentrer long sur le S&P. Le stop qui invalide ce mouvement haussier, eh bien, c'est donc sous 2550, le premier stop, mais le vrai stop d'invalidation de cette tendance de moyen terme, c'est 2418. Idéalement, plus on se rapprochera de ce niveau à 2550, plus ce sera un prix intéressant pour rentrer long. Plus on reste autour de 2625, plus on est loin de ces niveaux d'invalidation à 2418. J'ai presque envie de dire que tout niveau de prix au-dessus, légèrement au-dessus de 2550, c'est-à-dire 2550, 2580, 2590, cette zone-là serait une zone d'achat potentiel. Il ne faudrait pas passer au-dessous de ce niveau, mais tant qu'on reste au-dessus de 2550, on est vraiment dans un mouvement haussier de moyen terme avec un pullback tout à fait légitime. Parfait, merci beaucoup Laurent. Donc effectivement, on a demandé s'il n'y a pas de questions. Maintenant, il y a des questions. Il y a Henri qui nous pose une question. Doit-on changer les bornes hautes et basses si on travaille avec un RSI 14 plutôt qu'un RSI 11 période? Alors, oui. En tout cas, c'est ce que je fais moi-même. Quand vous diminuez le nombre de périodes du RSI, vous devez monter le seuil d'exigence des zones de surachat et de survente. C'est la raison pour laquelle, quand je travaille avec un RSI en 11 périodes, j'aime le RSI en 11 périodes parce qu'il donne à peu de choses près les mêmes signaux que le RSI en 14 périodes, mais il est plus réactif et il fait de plus belles divergences qui sont néanmoins toujours présentes sur le RSI en 14 périodes. Donc RSI en 11 périodes, et là pour le coup, je monte la zone de surachat à 80 au lieu de 70, qui est la zone de surachat par défaut sur un RSI en 14 périodes, et je descends la zone de survente à 20 alors qu'elle est par défaut à 30. Donc oui, vous allez écarter les niveaux de surachat et de survente au fur et à mesure que vous allez rétrécir le nombre de périodes sur votre RSI. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va passer à la question de Gilbert. Il nous pose la question, que pensez-vous de Téléperformance? Alors, on va. Je propose qu'on oui, fait d'abord les autres actions exactement. et après on fait ça. On va Si le, nous reste temps, Gilbert. on va le noter, Falco. Oui, Attends, je vais, oui. voilà, je vais marquer ici Heureusement, on reste libre. Téléperformance. Comme ça, si on a un peu de temps, on ira le regarder. Et c'est à la fin, c'est Hubert qui dit c'est bien de marquer les tendances en bleu. Donc très bien, merci Hubert. Donc il aime bien le bleu, ça c'est top. Nous, on aime bien aussi. Donc, le S&P à court terme, toujours une tendance qui est haussière. Vous voyez deux moyennes mobiles qui sont elles aussi très bien alignées, très bien orientées à la hausse. Remarquez que l'écart entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile un petit peu plus lente est en train de s'agrandir. Qu'est-ce que ça signifie? Que le mouvement, ou plutôt que le momentum de court terme est en pleine accélération et qu'on peut par conséquent, quand on a un momentum qui est un petit peu en surchauffe, avoir une consolidation qui se met en place. Donc, vous le voyez, cette moyenne mobile à 10 périodes est en train d'accélérer de manière significative, alors que celle un petit peu plus longue à 43 périodes continue en quasi-ligne droite son itinéraire. Cet écart entre les deux moyennes mobiles me fait penser qu'il y a un risque possible de consolidation, ou en tout cas
de retour sur 2000, on est à 2726, vers 2700, 2710, ça serait tout à fait possible qu'on fasse un petit pullback, vous voyez une petite conso dans cette zone pour permettre aux moyennes mobiles de se rapprocher. Quand on regarde les autres indicateurs techniques, que voyons-nous? Un RSI qui est toujours un RSI de bull market, puisque il trouve des niveaux de support à 57, qu'il fait des points hauts à 80. C'est donc un RSI qui montre que ce sont le courant acheteur qui est clairement en contrôle actuellement. Il n'y a aucune divergence sur le RSI. On a sur l'ADX un DI+, qui repart de plus belle à la hausse, un ADX qui par ailleurs est à 29, autrement dit une tendance qui reste forte, autrement dit sur le S&P. Pour le moment, nous ne pouvons anticiper qu'une consolidation, voire une petite correction. Il n'y a pas de figure de retournement qui est en train de se mettre en place. Donc, on suit la tendance haussière et on reste positionné donc à l'achat. Le niveau de court terme qui vient invalider cette lecture haussière, eh bien, vous le voyez, c'est si on faisait une clôture sous 2673. Alors, pourquoi ce niveau il est important? Parce qu'on a assisté à l'ouverture d'un gap haussier sur le S&P le 18 décembre. Ce gap haussier n'a débouché sur rien derrière, puisque vous le voyez, on a fait deux bougies rouges et puis derrière des petites toupies. Il y a eu une bougie rouge ici qui vient solder la correction et derrière, ouverture d'un gap en intraday et d'une bougie verte qui clôture au-dessus de la mèche haute de la bougie rouge. Autrement dit, c'est un magnifique contre-pied qui montre que le pivot maintenant est à 2673 et pour que le mouvement de court terme reste intact, il ne faut pas clôturer sous ce niveau. Donc pour le moment, S&P toujours haussier à moyen terme et à court terme avec donc un niveau d'invalidation à 2672. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le S&P. Donc, juste pour terminer sur les indices, c'est vraiment flagrant d'assister en ce moment à cette sous-performance des indices européens par rapport aux indices américains. On peut peut-être escompter avec ce support qui a été trouvé sur le CAC, un franchissement de résistance et peut-être un rattrapage, en tout cas de court terme, des indices européens qui sont vraiment en sous-performance importante par rapport aux indices américains. Bon, parfait. Il n'y a pas de questions de nouveaux qui sont arrivés, donc on peut continuer avec l'euro. L'euro. On va regarder ce qui se passe sur l'euro-dollar. Alors, pour ceux qui étaient avec nous lors de webinaires précédents, vous savez que j'ai une lecture haussière sur l'euro. Lecture haussière d'une part parce qu'on est dans un mouvement qui est ascendant depuis le début de l'année 2017, qu'on a fait une correction que je suis en train d'associer à une vague 4 pour ceux qui connaissent et apprécient le décompte héliotiste. Donc, première vague 1, une vague 2 en ABC, une vague 3 impulsive. Il y a deux lectures maintenant qui sont possibles. La première, c'est une vague 4 qui est terminée et on est en train actuellement d'assister à la construction d'une vague 5 et nous sommes même dans la phase 3 de la vague 5. C'est, vous voyez, ces trois bougies blanches qui sont actuellement à droite de votre écran. Deuxième scénario, ce n'est pas une vague 5 qui est actuellement en construction, c'est toujours une 4 et on aurait en fait une 4 en flat avec, vous voyez, une vague A, B, C, ça serait la vague A, B, C, ça serait la vague B et on aurait une vague C en 5 temps qui viendrait donc clôturer cette vague 4 qui reviendrait donc potentiellement vers 1,16, 1,15 et là après
on aurait le début d'une vague 5. Donc, sur l'euro-dollar, la tendance est haussière, le mouvement de moyen terme est impulsif. La question est de savoir si on est déjà en vague 5 ou si on est toujours dans une phase de consolidation de vague 4. Alors, le franchissement de ce niveau à 1,21 en clôture hebdomadaire sera bien évidemment un premier signal de mise en place d'une vague 5. Attention, parce qu'avec Elliott, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des vagues 4 de consolidation qui sont appelées des expanding flat. Et dans ce cas-là, c'est quoi? Ce serait un faux breakout haussier au-dessus de 1,21. On réintégrerait le trading range. On irait chercher une zone sous le support pour faire un faux breakout baissier cette fois-ci pendant le flat et on repartirait derrière pour le commencement de la vague 5. Oui, c'est ça, pour le commencement de la vague 5. Donc, en synthèse, à moyen terme, sur l'euro, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la tendance est haussière, deux scénarios alternatifs. Le premier, on est déjà dans une vague 5, on franchit la résistance à 1,21 et on ira vraisemblablement chercher la prochaine résistance autour de 1,23, 1,24,50. Deuxième scénario, on est dans une vague 4 qui va durer un petit peu plus. Et là, soit on fait un flat, soit un expanding flat avec des faux breakouts, mais ce n'est qu'après la construction de cette figure qu'il y aurait donc une vague 5. En tout cas, pour le moment, c'est toujours haussier. Cette moyenne mobile 34 périodes, soutien dynamique, a bien joué son rôle. On doit donc, a priori, toujours rester au-dessus de ce niveau de pivot haussier de moyen terme à 1,1550. Tant que nous sommes au-dessus de ce niveau, je reste positif sur l'euro-dollar. Donc Laurent, il y a une question en fait de Henri qui nous pose la question. Une analyse du CAC en USD peut-elle expliquer la sous-performance des marchés européens? Oui. Effectivement, quand on met les indices américains libellés en euros ou quand on met les indices européens libellés en dollars, eh bien, on retrouve pour les indices européens la physionomie à peu de choses près du S&P, et quand on met le S&P en euros, on retrouve à peu de choses près la physionomie de l'Eurostoxx. Donc oui, effectivement, il y a un effet de change manifeste sur les marchés qui pénalise les marchés européens, avec un euro qui, de mémoire, a dû progresser de 12% en 2017. C'est juste monstrueux parce qu'on parle de l'euro face au dollar, hein, on ne parle pas de deux monnaies exotiques. Donc, très, très grosse appréciation de l'euro et faiblesse du dollar. Et donc, si effectivement on mettait le CAC en dollars, eh bien, on retrouverait plus de momentum, c'est évident. Merci beaucoup Laurent. Donc pour l'instant, pas plus de questions sur la matière. Il y a encore Étienne qui voudrait regarder les Dow Jones, mais on va faire ça peut-être à la fin. À la fin. Désolé. On va continuer sur l'euro-dollar à court terme. Alors, à court terme, on est dans un mouvement qui est ascendant, hein, qui a été donc débuté début novembre, creux, sommet, creux et nouveau sommet. On a un prix qui est allé donc tester cette zone de résistance du mois de septembre. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, regardez. On a eu sur ce niveau de résistance hier une bougie rouge. Ça veut dire que des vendeurs sont apparus et qu'ils ont été plus actifs que les acheteurs, puisque ces derniers n'ont pas été en mesure de conserver les prix sur les plus hauts de la veille, d'où l'inscription de cette bougie rouge. En revanche, ce qui est particulièrement positif, je trouve, c'est que cette bougie rouge n'a pas été suivie de vente aujourd'hui. Au contraire, on voit l'apparition d'une nouvelle bougie verte, ce qui montre que cette séance hier de vente n'était que soit du débouclage de positions longues
d'opérateurs de court terme qui ont participé à ce rallye de court terme et qui ont débouclé de manière tout à fait justifiée leur position pour prendre leurs bénéfices sur la résistance, soit on a des opérateurs qui, en ayant vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pression vendeuse sur le marché, se sont tout de suite précipités pour revenir. Ce qui fait que, vous voyez, cette bougie rouge, elle n'a même pas été en mesure de clôturer sous le cours d'ouverture de la bougie verte de la veille, ce qui veut dire que c'était vraisemblablement, si évidemment le marché le confirme, que des toutes petites prises de bénéfices. Et on devrait avoir normalement, dans les prochains jours, puisqu'il n'y a aucune pression vendeuse qui apparaît sur le marché, nous devrions assister à une continuation de la hausse de l'euro avec, à la clé, un franchissement de la résistance des 1,21. En tout cas, c'est ce que ça nous dit, cette bougie verte qui montre que la séance de vente d'hier a été vraiment très localisée dans le temps et n'a débouché sur rien de significatif. On retrouve d'ailleurs cette pression acheteuse toujours d'actualité avec un RSI qui est en zone de surachat. C'est un signe de force. Remarquez qu'il n'y a aucune divergence sur le RSI. Il vient de faire un nouveau plus haut. Donc RSI qui est très fort. Par ailleurs, on a un ADX qui est en train de s'envoler. Regardez, il est à 28. Il est en train de repartir à la hausse avec un DI+, qui est au-dessus du DI-. Donc, on a des indicateurs techniques qui nous montrent qu'on a un momentum haussier qui est en train de se remettre en place. Et puis, pour ceux qui apprécient Ishimoku, juste un petit mot pour montrer qu'on a une lagging span qui n'a aucun problème, aucun obstacle dessus, au-dessus d'elle. Autrement dit, aucun obstacle en Ishimoku pour assister à la progression des prix. Donc, une lecture haussière sur l'euro-dollar à court terme. Je reste positif sur l'euro-dollar tant que les cours restent au-dessus de 1,1720, c'est-à-dire, vous voyez, le niveau à partir duquel la correction précédente s'est arrêtée et où les prix sont repartis à la hausse. On va continuer, s'il n'y a pas de questions sur ces sous-jacents, avec le pétrole. Non, pas de questions. Pas de questions. Il y a des questions, mais un peu plus tard. D'accord. Alors, je voulais vous montrer également aujourd'hui le pétrole parce qu'il a été très fort depuis le mois de juillet. On est passé de un petit peu plus de 44 dollars le baril à quasiment 67 aujourd'hui. On est dans une tendance qui est haussière depuis 2016 avec impulsion jusque décembre. Attendez. Tendance haussière depuis janvier 2016 jusqu'à janvier 2017, correction janvier 2017 jusqu'à juin 2017, et depuis juin, donc, on repart à la hausse. Alors, on est maintenant sur le pétrole, sur un niveau, une zone de résistance potentielle, puisque c'est la zone qui a été donc inscrite par le sommet, le rallye de contre-tendance dans la baisse de 2014-2015, sommet qui s'est arrêté à 67-70 dollars. Et vous le voyez, on retourne à proximité de cette zone. Ça veut dire qu'on peut avoir des prises de bénéfices qui vont avoir lieu à proximité de cette zone de prix parce que l'appréciation des cours est déjà significative. Pour autant, on a une moyenne mobile 34 périodes qui est toujours orientée à la hausse, des prix qui sont très au-dessus de cette moyenne mobile. On a assisté à une petite consolidation sur le Brent pendant 6 semaines, petite consolidation en range ici, et on sort cette semaine de cette consolidation. Donc, a priori, on devrait continuer de progresser
en tout cas vers 67, 68 et peut-être un petit peu plus haut vers 70. Alors, ça ne veut pas dire que les prix ne vont pas monter plus haut, mais qu'en tout cas, il va y avoir des prises de bénéfices significatives entre 68 et 70, ce qui pourrait donc générer une consolidation ou une correction. Les prix pourraient se replier, typiquement vers 67, et puis à partir de là, on repartirait à la hausse, cette fois-ci, pour casser ce niveau de résistance. Ce que j'essaye de partager avec vous, c'est que je ne pense pas que, ou en tout cas ce n'est pas mon scénario préféré, que le baril de Brent va franchir du premier coup la zone des 67-70. Il va y avoir une prise de bénéfice, une halte, un repli, un regroupement des opérateurs autour de 67. Et là, si le consensus reste toujours positionné à l'achat, alors on repartira et là, on cassera la résistance. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à moyen terme, il ne me paraît pas forcément très pertinent de rentrer long sur le pétrole. C'est un petit peu trop tard, vous rentreriez à proximité d'une zone de résistance. C'est pas ce qu'on cherche quand on initie une position d'achat. Donc on a eu déjà une très belle progression sur le Brent. On peut essayer de trouver des opérations de court terme. Alors là, il n'y a pas de problème, mais à moyen terme, il me semble que le mouvement est déjà bien mûr. En tout cas, le niveau d'invalidation pour ce mouvement, il est très loin, il est à 55. C'est une raison supplémentaire pour laquelle je ne préconise pas des opérations d'achat sur le Brent sur les niveaux actuels. On est trop loin du stop d'invalidation. Si on retournait sur 60, 61, alors il y aurait effectivement un ratio risque-rendement plus intéressant, mais là, on est un petit peu trop loin. Laurent, il y a une question en fait de la part de Gilbert qui nous pose la question qu'en est-il du WTI par rapport au Brent? Lesquels préférer? Alors, il y a toujours une différence de cours entre le Brent et le WTI. Pendant très longtemps, c'était le prix du baril du Texas qui était la référence. Et il y a eu un changement de braquet de la part des opérateurs, puisque maintenant on regarde quasiment autant les cours du Brent que ceux du WTI. Alors, il y a toujours un spread entre les deux barils. Le spread évolue, il peut aller de 3-4 $ à 10, voire 15 $ en période extrême, toujours à la faveur du Brent. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on traite sur le pétrole, il faut toujours avoir la confirmation sur les deux sous-jacents d'un signal qui a été donné sur l'un d'eux. Autrement dit, imaginons que le Brent franchisse une résistance et que le WTI soit très en dessous d'une résistance. Eh bien, ça met un petit peu en bémol le signal haussier. Quand en revanche, on a les deux barils qui donnent des signaux et qui sont synchronisés, même si les niveaux de prix ne sont pas exactement les mêmes, alors ça donne plus d'assurance sur les probabilités donc de succès du trade. Alors, les raisons pour lesquelles il y a ce spread, je ne vais pas rentrer dans des considérations fondamentales, mais c'est notamment lié à des problèmes de stock dans le terminal qui est dans l'Oklahoma, le terminal de Cushing, où il y a toujours des problèmes de stockage, des goulots d'étranglement qui font qu'on est souvent en surproduction, en surcapacité sur le WTI. C'est ce qui explique qu'il est un petit peu moins cher. C'est pas très important. D'un point de vue technique, ce qu'on cherche, c'est d'avoir la même physionomie technique sur les deux barils pour avoir effectivement une confirmation d'une hausse ou d'une baisse. Très bien. Eh ben, on va continuer Bah oui. sur le Brent à court terme parce que voilà, je vous remontre à moyen terme, on est dans une tendance haussière sous une résistance. À court terme, on est donc toujours également dans une tendance haussière. J'ai tracé à titre anecdotique ce canal ascendant, simplement pour vous montrer que les cours évoluent de manière relativement ordonnée,
peu de volatilité, des creux et des sommets qui alternent et qui sont bien construits, puisque vous voyez, on reste à chaque fois à l'intérieur de ce canal. Ce canal, il est juste intéressant parce que en cas de hausse, vous voyez, on pourrait continuer à progresser autour de cette zone entre 68 et 70. On arriverait sur la borne haute du canal haussier. Et là, pour le coup, ça serait une occasion de prendre ces bénéfices de manière évidente. Alors, pour ceux qui sont intéressés par le pétrole, le niveau qui invalide à court terme cette tendance haussière, c'est 61,25 $. Si les cours retournaient sur cette zone, alors, entre 64, 65 et 64, vous voyez, voilà, je vais vous mettre cette zone, voilà. Si les prix retournaient ici, entre 64 et 64,65, alors il y aurait une possibilité d'envisager l'ouverture d'une position longue sur le Brent, avec donc un stop qui se place sous 61,25. La tendance est haussière, autrement dit, si les prix retournent et clôturent sous 61,25, cela veut dire que nous avons eu tort, que notre scénario n'était pas le bon et qu'on va rentrer dans une correction beaucoup plus profonde. Quand on regarde les indicateurs techniques, un RSI qui est en surachat au-dessus de 70, un ADX qui repart à la hausse avec un DI+, qui est au-dessus du DI- à 40. Franchement, c'est un mouvement directionnel qui est fort. Je n'anticipe pas pour le moment sur le Brent un retournement significatif. C'est la raison pour laquelle je vous disais que si on retournait dans cette zone, tout repli serait potentiellement intéressant à envisager pour une ouverture à l'achat. On va terminer avec notre revue globale macro Falco avec le gold parce qu'on n'en a pas parlé pendant longtemps de l'or. Et pour cause, regardez, à moyen terme, il ne se passe strictement rien sur le métal jaune. On est dans une phase de consolidation de long terme. Regardez, ça fait depuis mi-2016 qu'il ne se passe plus rien. Alors effectivement, il y a quand même des grands swings avec des amplitudes assez importantes, mais finalement, on est actuellement sur le niveau des cours de mi-juin 2016, donc plus d'un an et demi. Pas grand-chose à dire, on est loin de la résistance, on est loin du support, autrement dit, même à moyen terme, il n'y a pas d'opportunité particulière pour ouvrir une position. Grosse zone de résistance sur le gold entre 13,53 et 14,07, autrement dit 1353 $ pour une once d'or et une autre résistance à 1407 $ pour l'once. Cette résistance à 1407 $, vous le voyez, c'est un niveau de retracement de Fibo de toute la baisse commencée en 2012 à partir de 1780. C'est 50% donc de cette baisse. Il y a énormément de résistance. Je vous ai mis juste les deux extrêmes, 13,53 et 14,07, mais il y a beaucoup de résistance intermédiaire. Autrement dit, je ne m'attends pas pour le moment à ce que le gold franchisse cette zone de résistance du premier coup. On est toujours en consolidation. Ça ne serait que sur franchissement clôture hebdo de 1407 $ que nous aurions effectivement une reprise potentielle de la tendance haussière qui pourrait donc ramener les cours vers le niveau de résistance suivant à 1560. Pour le moment, je n'ai pas cette lecture. On a une moyenne mobile à 34 périodes, regardez, qui est très plate, qui a été enfoncée puis réintégrée. Je pense que le premier objectif de cours sur le gold, c'est 1353, voire un petit peu plus haut, 1370, mais que sur ces niveaux, il devrait y avoir, a priori en tout cas, des opérations de vente et de la pression vendeuse qui rentrent sur le marché. Quand on regarde le gold à court terme, on est également neutre, puisque regardez, on avait un mouvement qui était baissier. Alors, on ne peut pas vraiment parler de tendance, mais on avait quand même
un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet plus bas, un creux plus bas, donc un mouvement baissier, même si au milieu de ce mouvement baissier, il y a une halte avec des creux identiques, on a quand même un mouvement de dépréciation sur le gold qui s'est mis en place depuis le mois de septembre. Et puis, ce mouvement de dépréciation s'est arrêté net début décembre avec une très forte accélération haussière à partir de 1240 jusqu'à le niveau de cours actuel, 1319. Et au vu de la bougie de ce jour, il ne semble pas qu'il y ait des prises de bénéfices significatives. Alors, on est un petit peu dans la même config que sur l'euro face au dollar, ce qui montre qu'on a une faiblesse du dollar et qu'on devrait avoir une continuation de la hausse du gold vers la zone 1350, 1360, ou plus exactement, pour être précis, 1349, 1357. C'est le prochain objectif de cours sur lequel de nombreux opérateurs vont vraisemblablement prendre leurs bénéfices et mettre un terme, en tout cas temporaire, à la hausse de l'or. Alors, le niveau d'invalidation de ce mouvement haussier de court terme, il n'est pas évident à trouver, puisque vous le voyez, cette progression des cours n'est absolument pas construite. Il n'y a pas de creux et de sommet ascendant. C'est une quasi-ligne droite avec des bougies vertes qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Remarquez que chaque bougie débute là où celle de la veille avait clôturé. Autrement dit, c'est caractéristique des mouvements impulsifs et on n'a donc pas de niveau de support évident à trouver. C'est la raison pour laquelle j'ai mis sur un 50% de retracement du mouvement actuel et sur ce niveau ici de support, le premier niveau d'invalidation de la tendance du mouvement actuel. Autrement dit, tant qu'on est au-dessus de 1275, je reste positif sur le gold. Maintenant, si on devait réintégrer cette zone de consolidation entre 1297 et 1304, c'est-à-dire si on devait repartir à la baisse et repasser sous ce niveau et retraiter dans cette zone-là, évidemment, ça ne serait pas bon signe parce que ça voudrait dire que ça a été une fausse sortie haussière et que les acheteurs n'ont pas été en mesure de conserver les cours au-dessus de la zone de résistance qui devenait donc potentiellement support et par conséquent qu'on a beaucoup plus d'offres que de demandes qui se présentent sur le marché et que cette offre est tellement importante que pour pouvoir la satisfaire, il faut redescendre beaucoup plus bas dans les cours. C'est pour ça que si on devait réintégrer sous 1297, ça serait pour moi un premier signal de vulnérabilité de la part des acheteurs. Il n'empêche que d'un point de vue stricto sensu de l'analyse, tant qu'on est au-dessus de 1275, on est dans un mouvement qui reste à court terme haussier. On va regarder maintenant ensemble des actions qui nous ont été demandées, des actions françaises. Alors, vous savez que vous pouvez toujours nous interroger sur des actions étrangères, des actions allemandes, des actions anglaises, des actions américaines. Souvent, vous nous interrogez sur des valeurs françaises, mais il se passe beaucoup de choses sur les autres marchés, donc n'hésitez pas à nous questionner sur des sous-jacents de l'autre côté de l'Atlantique ou du Rhin. ST Microelectronics, un titre qui est à moyen terme dans une tendance haussière. On a corrigé récemment de manière importante. Néanmoins, le niveau d'invalidation de moyen terme, c'est 15,50 €, c'est-à-dire cette polarité qui a été faite, testée par cette petite bougie. Peut-être que je vais zoomer encore un petit peu pour vous permettre de bien voir. Vous voyez, résistance, dépassement, retour, test de la résistance et redémarrage de la tendance haussière. Autrement dit, tant qu'on est au-dessus de 15,50, il n'y a aucune question à se poser. On est dans un mouvement qui est résolument haussier. On peut tout à fait être actuellement dans une phase corrective avec, vous le voyez, une première vague d'impulsion baissière en A, une vague B actuelle, et puis derrière, on aurait une C
qui viendrait chercher les 16-17 euros. C'est une possibilité. Le deuxième scénario, parce qu'il faut toujours avoir différents scénarios quand vous faites une analyse, et puis en fait, vous devez avoir un scénario central, c'est-à-dire un scénario préféré, et puis un scénario alternatif qui, si votre scénario central devient caduque, sur lequel vous pouvez vous rabattre. Donc, le scénario préféré, pour le moment, ça serait un retour des cours vers 21. Pourquoi? Parce qu'on a fait cette bougie noire, on s'est stabilisé pendant 4 semaines avec des toupies, et puis on repart à la hausse. Alors, regardez. Si, je vais zoomer encore un peu. Voilà. Nous sommes jeudi soir. Si demain, on fait une clôture hebdomadaire au-dessus de la mèche de cette bougie, ça veut dire qu'il y a une probabilité importante pour que la correction soit terminée et que le titre retourne tester le précédent sommet. Si en revanche, nous faisons demain une clôture hebdomadaire sous la mèche de cette bougie, cela signifie que la correction n'est pas terminée, qu'on va rester peut-être une semaine de plus à l'intérieur du range, et que si la correction n'est pas terminée, que le titre n'est pas sorti du range à la hausse, alors cela veut dire qu'il y a toujours une chance de voir une vague B en cours avec une vague C derrière. Donc, je reprends l'analyse. Tendance haussière de moyen terme. Alors, attendez une seconde. Voilà. Donc, tendance haussière de moyen terme, soit on clôture au-dessus de ce niveau à 19,25 et on retourne sur les précédents sommets, soit on ne clôture pas au-dessus de ce niveau. Par conséquent, on a une continuation d'un trading range latéral avec l'ouverture d'un scénario correctif supplémentaire avec une A, B et une C qui viendraient chercher la zone des 16 euros. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller en clôture hebdomadaire cette semaine et dans toutes les prochaines clôtures, à savoir le retour ou pas de l'appétit acheteur. Quand on se met en court terme, on voit que on a eu un pullback sur un gap qui a été un gap haussier qui a été ouvert le 26 octobre. La correction s'est faite et s'est arrêtée sur la borne basse de ce gap haussier. On a même clôturé sous la borne basse, autrement dit, le gap a été fermé. Pour autant, on a consolidé derrière et aujourd'hui, on fait une première sortie de ce petit range. Donc, c'est positif d'avoir une bougie qui clôture au-dessus de ce petit range. Il faudrait, pour que ce signal soit validé, que demain, la bougie soit également à l'extérieur du range. Cela dit, vous voyez qu'on a une moyenne mobile à 43 périodes qui fait office de résistance, puisque on a eu en intraday des cours qui sont allés tester cette moyenne mobile et qui ont ensuite reflué. Autrement dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le moyen terme, soit sur ST Micro, on arrive à clôturer au-dessus du range et par conséquent, on ira vraisemblablement chercher cette zone, les 21 euros, soit effectivement, on retourne à l'intérieur du range et là, ça veut dire que soit on reste dans le range, soit on repart à la baisse. Est-ce qu'il y a des questions, Falco, sur ST ou est-ce que je continue? Non, il n'y a pas de questions sur ST, on peut continuer tranquillement. C'est quoi, Ubisoft ou Trigano la prochaine? Ubisoft. Ah, alors. Ubisoft, secteur du jeu, là aussi, tendance haussière de moyen terme, belle tendance haussière.
Le niveau de prix qui invalide cette tendance haussière sur Ubisoft à moyen terme, c'est 56,70 €. Tant que les cours sont plutôt au-dessus de ce niveau à 56,70, la tendance de moyen terme reste haussière. Quand on regarde le chart de court terme, là aussi c'est intéressant parce que plus de momentum, on est sur un marché qui est neutre, des moyennes mobiles qui croisent, des prix qui font des petits creux et sommets baissiers, et puis là aussi on tente, ou plutôt Ubisoft tente de repartir à la hausse avec un franchissement de cette première ligne de tendance à 66,74. Alors, quand on regarde l'ADX, il est totalement plat. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement directionnel d'importance. Quand on regarde le RSI, il n'est pas suracheté. Il a fait un plus bas à 36, c'est faible. Autrement dit, on est toujours en consolidation sur Ubisoft. Ce qu'il y a de positif, c'est que on est dans une consolidation assez bien ordonnée, puisque vous le voyez, la volatilité reste très faible sur le titre, la correction est peu importante et on est en train de repartir potentiellement à la hausse. Ça veut dire qu'il y a toujours des acheteurs qui sont actifs sur le marché et qui profitent des replis pour payer. Néanmoins, il faudrait déjà dans un premier temps dépasser ce niveau de résistance à 66-75 et puis faire des sommets et des creux qui sont ascendants, retester le niveau de sommet à 71-17 pour avoir, et même en l'occurrence un dépassement, pour avoir un nouveau démarrage haussier et une confirmation de la reprise de la tendance haussière. Pour le moment, sur Ubisoft, à court terme, c'est très mou. On pourrait même regarder, faire dessiner un petit canal baissier. Est-ce qu'on peut le dessiner, ce canal ? Voilà, vous voyez, on est dans un canal baissier et il faudrait à la fois franchir ce niveau de résistance et arriver à s'extraire de ce canal baissier pour avoir un début de reprise haussier sur le titre. Trigano maintenant. Alors, sur Trigano, tendance haussière de moyen terme. Là aussi, vous nous avez demandé d'analyser avec vous des titres qui sont très forts. Ce qui peut peut-être vous intéresser sur ces titres, ce qui justifie en fait vos questions, c'est de savoir où sont les niveaux d'invalidation sur ces valeurs. Alors, à moyen terme, sur Trigano, mon niveau d'invalidation, il est à 104,65. Autrement dit, si je suis un investisseur de moyen long terme sur la valeur et que je cherche à savoir quel est le niveau qui invalide le mouvement actuel, eh bien, il faudrait casser en clôture hebdo 104,65 pour avoir effectivement une invalidation de la tendance. Alors, vous me direz, c'est un petit peu loin. C'est à 45% des cours, c'est pas très raisonnable. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un niveau de stop un petit peu plus proche à 125,85. Alors, je vais zoomer un petit peu. Voilà, on a fait un pullback sur 125,85 et on repart maintenant à la hausse depuis 4 semaines. 4 semaines, c'est du court terme, c'est un petit peu trop proche. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré de mettre un stop un petit peu plus bas. Pour autant, il y a tellement de progression sur le titre que si vous êtes long et que vous voulez mettre un stop de protection, alors il y a une différence entre un stop de protection et un stop d'invalidation d'une tendance. Un stop de protection, protection des gains, c'est un stop que vous mettez pour que si le marché retrace, il ne vous reprenne pas tout ce que vous avez gagné.
Un stop d'invalidation, c'est un stop qui montre que la tendance n'est plus haussière. Okay, le stop d'invalidation, il est sous 104,65. Mais le stop de protection des gains, si vous êtes long sur Trigano, et que vous ne voulez pas voir tous vos gains s'évaporer, alors c'est 125,80 qu'il faut prendre comme niveau. Alors, le stop donc de court terme, il est ici à 125,80. C'est le niveau à partir duquel la correction précédente s'est arrêtée et à partir donc duquel la tendance haussière de moyen terme s'est remise en marche. Nouveau sommet, donc on est bien avec une tendance qui est confirmée. On a des moyennes mobiles qui ont croisé à la baisse dans la correction, qui repartent à la hausse. On a un RSI qui est suracheté. On a un ADX qui est un petit peu faible, mais qui, malgré tout, a un DI+, qui est haussier et qui repart à la hausse. Autrement dit, on pourrait tout à fait avoir dans les prochains jours un ADX qui repart lui aussi à la hausse. Alors, sur Trigano, on est donc haussier, aussi bien à moyen terme qu'à court terme. À court terme, c'est 125,85. L'invalidation, donc, ça serait en cas de clôture sous ce niveau. Le prochain objectif, c'est 163,43, qui est une projection de Fibonacci et qui serait par conséquent un niveau de résistance théorique sur la valeur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Trigano, toujours à l'achat et toujours positif au-dessus de 125,85. Et il n'y a pas de questions, donc on peut continuer avec Eurofins ou Eurofins scientifique. C'est la dernière. Alors, cette valeur, c'est une biotech. Pour autant, elle est classée dans le registre des secteurs du Stoxx 600 dans les valeurs industrielles. Bon. En tout cas, que ce soit dans le biotech ou que ce soit dans le secteur industriel, ce sont deux secteurs qui sont relativement forts et on a donc une valeur qui, elle aussi, est dans une tendance haussière. Le niveau qui invalide cette tendance à moyen terme, c'est 452,30 €, le dernier pivot, c'est-à-dire le dernier point bas à partir duquel la tendance de moyen terme s'est remise en place et a été en mesure d'inscrire un nouveau sommet. On a une moyenne mobile à 34 périodes qui joue son rôle de support dynamique. Petite latéralisation des cours pourrait tout à fait repartir à la hausse. Alors là aussi, le risque de court terme, c'est de voir la première patte baissière terminée, la deuxième latérale également, et puis une troisième patte baissière qui viendrait chercher le support de moyen terme à 452,30. Le scénario alternatif, ça serait une reprise immédiate de la hausse vers les précédents sommets. À court terme, on est sur un marché qui est neutre, puisque vous voyez, on n'est plus dans une séquence directionnelle qui est haussière, caractérisée par des creux et des sommets qui sont ascendants. On a fait des creux et des sommets baissiers, et puis maintenant, ça stabilise et on voit qu'on retourne progressivement à proximité de ce niveau de résistance à 522,41 €. À court terme, si on dépasse ce niveau de 522, on repart dans un mouvement haussier, donc de court terme, avec comme target le précédent sommet à 560. Le risque, c'est de voir les cours dans l'incapacité de dépasser ce niveau de résistance à 522, une latéralisation qui se met en place, des opérateurs qui deviennent timides dans leurs opérations d'achat, des vendeurs qui prennent de l'assurance et un retour des cours vers le support à 494 et à la clé, une cassure et une vaxée qui se mettrait en place pour aller tester les 460. Donc, tant qu'on est à l'intérieur du range, on est obligé de conserver un biais neutre entre 522 et 495. Au-dessus de 522, c'est un signal d'achat vers le précédent sommet. Au-dessous de 495, c'est un signal de vente avec un stop d'invalidation
au-dessus donc de ce niveau de résistance à 519, 522. Pour le moment, sur Eurofins, donc, on est neutre à court terme et on attend de voir si les opérateurs vont être en mesure de redonner au titre l'élan haussier de moyen terme que vous voyez ici et qui serait donc caractérisé par ce dépassement de 522, 525. Voilà ce qu'on peut dire sur le titre. Donc, pour le moment, on reste neutre sur Eurofins. Alors. Parfait, merci Laurent. Donc, en fait, on a deux actions. Il est déjà 7 heures déjà. Donc, Téléperformance et le Dow Jones, qui était demandé par Étienne et Gilbert pour Téléperformance. Mais on a aussi une autre question. Je ne sais pas si tu te souviens, Laurent, il y avait Pascal qui nous a demandé, qui m'a dit là aussi dans le chat, n'oubliez pas ma question sur l'analyse philosophique Elliott et TC par algorithme. Merci. Tu te souviens, Laurent? Oui. Alors, qu'est-ce qui pose cette question? C'est Pascal. Alors, Pascal, en fait, nous posait la question si, puisque il y a une importance croissante des ordinateurs, des robots et des algorithmes sur les marchés, est-ce qu'ils étaient en mesure d'intervenir ces programmes informatiques en fonction des lectures héliotistes que nous avons fait, par exemple, ensemble tout à l'heure. Alors, à ma connaissance, la réponse est non. Les algorithmes travaillent majoritairement sur des données quantitatives. C'est-à-dire, ils vont par exemple déclencher des programmes d'achat lorsque vous avez deux moyennes mobiles qui croisent à la hausse avec un RSI qui est par exemple au-dessus de 60. Donc, des données qui sont factuelles, quantitatives, qui envoient des signaux donc au programme qui dit, eh bien, si effectivement j'ai une convergence d'éléments quantitatifs qui me disent que j'ai des acheteurs qui reviennent sur le marché, et c'est le programmeur, en fait, le codeur qui va identifier les signaux qu'il juge pertinents pour valider la reprise d'une tendance, alors ça marchera. Mais Elliott, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop arbitraire. Alors c'est facile de compter 5 vagues impulsives, mais la combinaison de vagues correctives est quasi, j'exagère un peu, mais est quasi infinie. Donc, et puis surtout sur Elliott, c'est une lecture des marchés qui est fractale. Ça veut dire que chaque mouvement impulsif peut faire partie d'un mouvement impulsif ou d'un mouvement correctif sur un horizon de temps supérieur. Alors, je ne veux pas trop vous compliquer la tête, mais l'idée, c'est que c'est une lecture discrétionnaire qui, pour le moment, à ma connaissance, mais je peux me tromper, à ma connaissance, n'a pas été en mesure d'être numérisée de manière à ce que des programmes algorithmiques puissent intervenir sur cette lecture. J'espère que Pascal est très content et heureux avec cette réponse de la part de Laurent. Et maintenant, on a le choix dur de dire qu'est-ce qu'on fait, Dow Jones ou Téléperformance? Parce que 2, c'est un peu trop, non? Ou pas? Alors, écoute, Falco, je vais déjà. Est-ce que vous voulez voter? On va aller. Attends. Pascal est content, il dit oui, merci. Donc, ça, c'est bien. Alors, attends. Merci, Pascal. Je vais essayer de retrouver, si c'est possible. Étienne pour le Dow Jones et Gilbert pour Téléperformance. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qui va gagner ce soir? Alors, attends. Il y a Jean-Paul qui dit Téléperformance. Donc, il y a 2 contre 1 pour le Dow Jones. Alors, non. Ouais, je crois, Laurent ne trouve pas Téléperformance en fait. Attendez. Non? Performance, pas performance. Jean-Paul, il ne faut pas voter 2 fois, c'est pas possible. Hein. Il faut voter 1 fois, mais pas 2 fois. Ça compte pas. Non, je trouve pas. Jean-Claude, est-ce que vous avez le ticker de Téléperformance? Non, c'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul qui veut Téléperformance. Et Gilbert a posé la question au début. Gilbert et Jean-Paul, est-ce que vous avez le ticker de Téléperformance? Performance. Est-ce que vous le connaissez? Par hasard. Parce que je ne le connais pas par cœur. Je vous rassure, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à le trouver.
RCF, dit Jamal. RCF. Voilà, on va vérifier tout ça, Jamal. Qu'est-ce que c'est interactif ce soir, hein? C'est dingue. Bon, bah, c'est génial. Ah bah oui. Voilà, Alors, RCF. c'est bien Oh RCF. là là, merci à Jamal. Félicitations. Bon, quelle réactivité. alors, c'est bon. Allons-y alors. téléperformance. On va se mettre. Je suis désolé. Hein. Bon, tendance haussière de moyen terme hein, sur téléperformance. Très belle progression des cours. Alors, attendez, est-ce que... voilà. Très belle progression des cours. Cela dit, depuis le mois d'octobre, cette tendance haussière, elle est interrompue avec une correction. Alors, à moyen terme, vous comprenez bien que ce que vous voyez ici, c'est une correction. C'est un repli, c'est une correction intermédiaire à l'intérieur donc d'un mouvement qui est haussier primaire. Le niveau d'invalidation de cette tendance haussière, il est ici, à 111 €, pour ceux qui sont positionnés à moyen terme sur Téléperformance. Cela dit, le premier niveau qui aurait dû et qui a été défendu par les acheteurs, c'est la polarité, c'est-à-dire cette zone de résistance qui était théoriquement support. Et bien, le marché a validé cette théorie, puisque vous le voyez, quand on se met à court terme, alors je vais zoomer un peu plus, eh bien, il y a un redémarrage de la tendance haussière. Alors, donc, je résume, parce que c'est toujours un petit peu compliqué quand on a des horizons de temps qui rentrent en collision. Moyen terme sur Téléperformance, haussier. Okay, le niveau d'invalidation, il est ici, à 112. À court terme, on est sur une séquence baissière. Sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, descendant. Je vais tracer pour vous permettre d'illustrer ce mouvement baissier un canal, si j'y arrive, si mon logiciel veut bien fonctionner. Vous voyez, on est dans un mouvement correctif. Ce qui mettrait fin à ce mouvement correctif, c'est si on arrivait à dépasser en clôture 124,63 et par la même occasion sortir du canal descendant. Donc 125, c'est vraiment le seuil à dépasser pour avoir une correction terminée et une reprise d'un mouvement ascendant qui validerait à moyen terme la tendance par l'inscription d'un nouveau sommet au-dessus de 128,50. Donc, Téléperformance, moyen terme haussier en correction, court terme dans un mouvement baissier, en tendance baissière, et il faudrait, pour repasser neutre, aller au-dessus de 125. Bon, et Laurent, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Eh bien, est-ce qu'il y a autre chose? Bah, il y a encore. Merci, c'est très clair, dit Gilbert, donc ça c'est bien. Donc, je crois le Dow Jones, on la garde pour la semaine prochaine pour Oui. Étienne. Et après, il y a Henri qui pose maintenant la dernière question. Il dit Laurent joue-t-il graphiquement au pronostic CAC fin d'année 2018 pour le CAC 40? Donc, en gros, il veut savoir ce que tu en penses de fin 2018 pour le CAC 40, je crois. Laurent, joue-t-il graphiquement au pronostic CAC fin d'année 2018 pour le CAC 40? Alors, la réponse est non. Laurent ne joue pas au pronostic fin 2018 pour le CAC 40. En revanche, si ça vous intéresse, on peut tout à fait étudier ensemble les différentes possibilités, en tout cas les scénarios les plus vraisemblables pour 2018 sur le CAC 40. Alors, ces scénarios que je nomme les plus vraisemblables, peut-être que ça va être un scénario totalement contraire qui va se dérouler. Je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, vous le savez. Là. En revanche, donc, il ne s'agit pas de faire des pronostics. On ne fait pas de pronostics. En revanche, on peut se mettre sur des horizons de temps importants, en hebdomadaire ou en mensuel, et on peut essayer de voir, en fonction de la structure du prix, vers quel niveau à la hausse pourrait
se déployer la tendance haussière actuelle. Ça, on peut le faire, mais c'est en aucun cas ni une garantie que ça va y aller, ni que c'est le seul scénario qui va se passer. Je peux vous montrer les 2 ou 3 scénarios qui me semblent les plus vraisemblables, mais c'est tout à fait possible qu'il y en ait un quatrième qui soit le bon. Et ce qui est drôle, en fait, il y a Pascal qui m'écrit la chose que je voulais dire, en fait, c'est que oui, il faut faire cela la semaine prochaine. Et le DAX aussi. Bon, ça me va. Je ne sais pas si ça te va aussi, parce qu'à mon avis, il faut le préparer un peu, parce que ça Faut le préparer. On peut fait faire que pas ça. comme ça, non? Oui, oui. On peut Bon, ok, faire, bon. on peut Donc, faire, on va on se peut faire que concentrer ça. là-dessus Voilà. la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, on Ouais. peut regarder un petit peu pronostic de marché 2018 Ouais. sur le CAC et le DAX. Mais là, pour le coup, ça prendra un petit peu de temps. Donc, ça veut Ouais. dire qu'on mettra de côté les questions sur les actions à court terme. Donc, soyez la semaine prochaine avec nous. On est heureux de vous retrouver la semaine prochaine, le 11. Il y a l'invitation qui va partir demain à 15h30 à peu près. Donc, vous avez tout le temps le week-end de vous inscrire. Donc, je me permets de dire un grand merci à Laurent pour Merci cette Falco. belle webinaire, Et merci à première de tous cette d'être année. présents. Voilà, exactement. Et à tout le monde qui n'a pas fait du ski aujourd'hui d'avoir été avec nous, c'est très gentil. Et voilà, on se voit la semaine prochaine. On se 100% voit. marché mardi, aussi avec Laurent. Hein. Absolument. Et puis jeudi prochain pour une grande revue 2018. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui se passe sur le CAC pour les 12 prochains mois? C'est le moment de le faire, Falco. Sans boule de cristal d'ailleurs. Sans boule de Attention, cristal, on le souligne, absolument. on n'a pas des boules de cristal ici. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. C'était un grand plaisir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.